Je sors dans la rue, on va me prendre en photo, on va me prendre en vidéo. Des fois, on va même s'arrêter devant moi pendant 5 bonnes minutes et se poser devant moi et me regarder. En fait, j'ai jamais vu aujourd'hui un nain avoir un autre rôle qu'une personne qui fait rire finalement. Je m'appelle Kera, je suis atteinte d'achondroplasie, c'est une forme de nanisme. Une fois, mon père, il m'avait dit, écoute, les médecins, ils t'ont pas voulu, mais nous, on t'a voulu. Donc, prouve-leur qu'on avait raison. Voilà, tu es de petite taille, tu vas avoir des difficultés dans la vie. Et il faudra que tu fasses avec, il faudra que tu prouves aux autres qu'on avait raison. Mon médecin traitant avait pris un dessin et il avait pris ma courbe dans le carnet de santé. Il m'avait dit, voilà, ça c'est une courbe normale et ça c'est toi. Tu es toujours en dessous et tu seras toujours en dessous de cette courbe-là. Et du coup, tu as un problème de taille et ça peut créer plus tard des malformations, ça peut créer plus tard des difficultés. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que j'allais pas grandir. Et puis même quand le médecin il me prenait ma taille, je prenais pas 1 centimètre. Je voyais avec les autres enfants que j'étais toujours la plus petite et qu'il y avait une grande différence de taille. Et je me suis dit, là, je vais jamais grandir, je vais rester avec cette taille-là. J'avais des rendez-vous avant les rentrées scolaires pour voir si c'était adapté. Et puis même, on m'avait demandé d'être dans une école spécialisée, alors que j'avais aucun retard mental, c'était un retard de croissance seulement. Donc j'avais compris très vite que j'étais différente des autres. Ma première opération, c'était de mon genou. En fait, je voulais tellement être comme les autres et tellement être normale et qu'on ne me voit pas avec mon handicap que je forçais les choses et les os, ils s'usaient finalement. Et du coup, j'avais plutôt des problèmes d'articulation au genou, j'avais des problèmes de dos, des problèmes de hanches. Et du coup, j'ai dû enchaîner d'autres opérations. Et je me disais, mais si je me fais déjà opérer à l'âge-là, mais plus tard, j'aurai quoi comme autre opération? Et est-ce que je vais avoir une vie normale? Est-ce que je vais toujours être dans cette boucle finalement d'opérations, d'hôpitaux, de médecins? C'est vrai que j'ai gagné vite en maturité parce que on m'annonçait tout dès le début. J'ai l'impression qu'on m'avait mis une rétrospective de ma vie sur table et on m'avait dit voilà, ta vie, ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Il faudra que tu fasses à ça, à ça, à ça, à toutes les situations possibles et imaginables. Mais je suis encore enfant, moi, je pensais plutôt à ma Barbie ou à mon jouet que j'allais acheter en sortant. Et c'est vrai que ma mère, elle essayait de combler avec ça. À chaque fois, quand on sortait d'un rendez-vous à l'hôpital, ma mère, elle me ramenait m'acheter un jouet pour me dire que t'inquiète pas, t'as quand même une enfance comme les autres. Ou bien elle m'avait inscrit à la danse pour que je fasse encore des activités comme les autres. Du coup, on m'annonçait que j'avais peut-être espoir de ne pas avoir d'enfant ou avoir un enfant atteint de nanisme, alors que j'étais encore moi-même qu'une enfant. Quand j'étais à l'école, en primaire, j'étais toujours assis devant. J'avais une chaise au début adaptée, donc c'était une chaise haute pour que je puisse bien voir au tableau et que j'avais une table aussi adaptée à ma hauteur. Ça, c'était la seule adaptation que j'avais accepté moi-même d'avoir parce que je voulais vraiment être comme les autres. Je voulais pas qu'on me différencie des autres. Au collège, j'avais demandé à avoir un taxi qui m'emmenait de chez moi au collège parce que c'était un peu plus loin le collège. J'ai dû voir le médecin de conseil pour faire la demande de taxi et je me rappelle encore, donc j'étais même pré-ado, donc j'étais encore jeune. Il m'avait mis devant le mur, il m'avait déshabillé, il m'avait demandé de me déshabiller, il m'avait mis au coin du mur et il m'avait demandé d'avancer vers lui. Et elle regarde ma mère et elle lui dit mais votre fille elle peut marcher en fait. Je vois pas pourquoi on devrait avoir une adaptation pour elle. Elle peut le faire. Enfin, oui, je peux marcher, mais c'est le fait que le sac il soit lourd, c'est le fait que la distance, c'est plus compliqué. Et puis, j'use mes os au final. Et du coup, ma mère, mon médecin traitant ont dû batailler pour avoir ce taxi. On doit prouver limite sa différence, on doit se batailler pour avoir un droit. J'avais qu'un seul objectif, c'était de réussir à l'école. Donc pour moi, même quand j'avais mal, par exemple, même quand j'écrivais et que j'avais mal au poignet ou au doigt, je me disais, c'est bon, c'est pas grave, tu dois le faire en fait, tu es obligé de continuer à écrire, tu es obligé de continuer tes cours, tu vas pas arrêter tes cours et tu vas pas leur dire, parce qu'à partir du moment où tu leur dis, ils vont voir ta différence, ils vont dire que t'es pas capable. Et c'était le soir finalement, une fois que je rentrais chez moi, où là les douleurs elles s'intensifiaient et je disais à ma mère parfois, j'ai trop mal à mon poignet, j'ai mal à mon dos, j'ai mal à mon genou. Du coup, à la suite de mon bac, j'avais fait, mon premier choix c'était de faire du commerce, donc d'intégrer les études supérieures en commerce. Et là, c'est là que j'ai compris que mes diplômes ne suffiraient pas, que finalement, on m'avait préparé en me disant, il faudra que tu redoubles d'efforts, il faudra que tu prouves aux autres. Et arrivé en études supérieures, je vois que le regard, il est complètement différent. Niveau professeur et niveau ici, j'avais des stages à réaliser, j'avais des entretiens et des simulations d'entretien.
Et au moment des simulations d'entretien ou même des vrais entretiens, donc je passe la porte et là, je vois directement, aux yeux des employeurs qui me jugent dès la première seconde, que j'avais beau prouver tout ce que je voulais, pendant l'entretien. Ça y est, c'était fini pour moi parce que les personnes, ils s'arrêtaient vraiment à ma différence. J'ai décidé d'arrêter le commerce et je me suis réorientée en sociologie. Et là, j'ai découvert que les personnes n'étaient pas pareilles en sociologie avec moi. J'avais un stage, par exemple, à faire pendant, pendant ma période d'études. Et là, c'est directement mon professeur qui est venu me voir et qui m'a dit, mais tu as les capacités pour faire un stage avec moi, je te prends en stage. Et là, je me suis dit, mais c'est avec des personnes comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie de prouver à des personnes que je peux réussir, qui doivent m'accepter avec ma maladie. Actuellement, je suis en train de faire mon doctorat en sociologie. Aujourd'hui, je rencontre encore des difficultés, par exemple le regard des gens. Je sors dans la rue, on va me prendre en photo, on va me prendre en vidéo, des fois on va même s'arrêter devant moi pendant 5 bonnes minutes et se poser devant moi et me regarder. Mais en même temps, c'est l'image que la société elle a du nain finalement. On a toujours été dans des rôles avec de l'autodérision, avec de la moquerie. On a une qui claque des doigts et qui a un super pouvoir. On a l'autre qui est dans un four et qui fait rigoler finalement. Et le nain, finalement, il participe à cette image, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'en fait, il faut avoir de l'autodérision avec les personnes pour qu'on puisse être accepté. Et dès qu'on n'a pas cette autodérision, et ben finalement, on est vu comme une personne aigrie, comme une personne qui ne sait pas rigoler de sa différence. Je ne changerai pas le monde, mais si je peux changer au moins une personne, un regard par rapport à ça, j'aimerais le faire. Une fois qu'on a confiance en soi, qu'on assume qui on est, qu'on sait qui on est, et ben on peut aller de l'avant et on peut réussir.